Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce webinaire du cycle vers de nouveaux équilibres socio-économiques. Aujourd'hui, le thème est CAP 2030 vers l'ODD numéro 3 et on abordera plus particulièrement le sujet de l'innovation territoriale au service du bien-être de tous. Alors pour introduire ce webinaire et notamment la question des modèles socio-économiques, c'est de rappeler que cette question des modèles socio-économiques concerne l'ensemble des organisations, qu'elles soient publiques, privées, qui sont confrontées toutes aux transformations auxquelles que l'on connaît. Et c'est bien ce que traduit l'agenda 2030 des objectifs de développement durable au plan international, et plus particulièrement celui de l'ODD 17, qui nous invite très fortement à agir collectivement face à ces transformations. Alors en France, depuis 2009, un collectif d'acteurs travaille sur la question des modèles socio-économiques, notamment d'intérêt général. Ces travaux ont été capitalisés, cette connaissance a été partagée, et ça a permis de publier l'année dernière l'étude d'impact de l'ODD 17, qui a été qualifiée, mesurée et illustrée l'ensemble des effets du faire alliance sur l'ensemble des modèles des acteurs. Alors depuis 2020, la direction jeunesse, éducation populaire et vie associative et le rameau ont souhaité aller plus loin et ont lancé ensemble le programme de reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général, avec pour objectif de pouvoir partager tous ensemble une culture commune sur la diversité des modèles socio-économiques, de permettre à chacun de se positionner et de se repérer dans cette diversité, et puis d'apprendre collectivement à piloter les trajectoires socio-économiques. Alors ce cheminement collectif, il a été capitalisé, ce qui permet aujourd'hui de partager une connaissance, de cette connaissance ou ces connaissances au travers de cycles de webinaires. Donc ces webinaires, ils ont pour objectif de valoriser les initiatives, les expériences qui incarnent justement ces actions collectives, cette diversité de pratiques pour réussir tous ensemble l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Donc aujourd'hui, on en est au 12e webinaire du cycle. Et donc, comme je le disais en introduction, on va traiter de la question de l'innovation territoriale au service du bien-être de tous. Donc c'est l'ODD 3. Et on a la chance avec nous aujourd'hui d'être en partenariat avec le département de l'Aude. Ce webinaire est animé par le réseau des catalyseurs territoriaux dont je vais parler dans quelques instants. Alors, pour partager cette connaissance, on a, dans ces cycles de webinaires, on a eu 2 temps dans le cheminement. Au tout démarrage du programme, donc pendant 3 ans jusqu'en 2021, on a souhaité éclairer ce qu'est un modèle socio-économique, comment il se traduit au travers de ces 3 piliers que sont les richesses humaines, les finances et les alliances. Et donc, on a éclairé pendant ces 3 ans les modèles socio-économiques d'une diversité d'organisations. Depuis 2022, on a changé. On a fait évoluer ces webinaires en souhaitant illustrer la façon dont les différents modèles socio-économiques s'articulent entre eux. C'est-à-dire comment les modèles des acteurs publics avec les modèles des acteurs d'intérêt général s'articulent avec les modèles des acteurs économiques et académiques. On est vraiment dans une logique où on essaie de voir comment on peut faire système à plusieurs collectivement entre acteurs aux modèles différents. Alors pour cela, dans ces webinaires, qu'est-ce qu'on fait ? On s'attache à illustrer 3 prismes complémentaires. On va bien sûr voir quels sont les différents profils d'acteurs qui sont impliqués, au service de quoi ils agissent, donc c'est les fragilités, ce sont nos fameuses ODD, et à quel échelon territorial, voire territoriaux, ils agissent, que ce soit au niveau international, européen, en France, au niveau régional, voire au niveau des localités. Alors, je vous parlais en introduction que le réseau des catalyseurs territoriaux aujourd'hui a la chance d'animer ce webinaire et le réseau en animera 6 durant l'année, car au cours de ces webinaires, on va s'attacher plus particulièrement à l'approche territoriale. Très rapidement, le réseau, réunit un ensemble de catalyseurs territoriaux qui sont des acteurs au profil très différents. Ça peut être des acteurs économiques, associatifs, publics, peu importe. Ils ont tous la même finalité, c'est-à-dire d'organiser l'interconnaissance pour favoriser les coopérations territoriales. Alors, le territoire, pourquoi le territoire ? Parce que ce sont des espaces où on va pouvoir expérimenter ensemble pour inventer de nouvelles solutions, pour inventer ensemble de nouveaux modèles. Alors, dans le cadre des webinaires qui vont être animés par le réseau des catalyseurs, on va regarder plus particulièrement comment les échelons territoriaux vont pouvoir s'articuler entre eux. Comment l'échelon national va s'articuler avec l'échelon régional, qui va voir comment on peut s'articuler avec l'échelon local et inversement. Donc, on va voir comment à partir de la connaissance d'un territoire, de ses enjeux, de ses priorités, on va pouvoir rencontrer, articuler avec l'apport possible d'expertise particulière sur un domaine. Donc, c'est vraiment la spécificité des différents webinaires qui seront animés par le réseau des catalyseurs, c'est vraiment éclairer
ces articulations. Et c'est dans la diversité de ces articulations qu'on va pouvoir illustrer comment une action collective va pouvoir répondre à un domaine en particulier, à un ODD, et à partir de là, comment ça peut susciter ou pas l'innovation en territoire. Alors, pour aujourd'hui, ce que l'on vous propose, c'est 3 temps principaux. Tout d'abord, une mise en perspective, c'est-à-dire qu'on va avoir un regard croisé entre le département de l'Aude et le Rameau sur la territorialisation des transitions et l'innovation territoriale. Ensuite, on a la chance d'avoir, pour éclairer la boussole de l'ODD 3, l'innovation qui est l'Alliance pour la jeunesse audoise, et avec nous 3 témoignages complémentaires, celui du département de l'Aude, de l'association des petits débrouillards et du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport du département de l'Aude. Et enfin, on terminera sur les actualités du mois, notamment celles des états généraux de la NPP Territoire de projet qui se sont tenus au début du mois à La Rochelle et qui avaient pour thème autonomie, résilience et bonheur local, donc en lien avec notre webinaire. Alors pour introduire cette séquence de mise en perspective, je vais donner tout d'abord la parole à Valérie Dumontet, qui est vice-présidente du département de l'Aude. Alors Valérie, on parle beaucoup des ODD comme un cadre international. Et pourquoi, selon vous, c'est important finalement d'appréhender ce cadre, mais au niveau des territoires? Bonjour à tous. C'est un enjeu important, effectivement, de faire le lien entre les ODD qui ont été votés en septembre 2015 par 193 États et qui fixent une feuille de route internationale qui, pour la première fois d'ailleurs, a été réellement une co-construction entre les pays du Nord et les pays du Sud et que ça a gommé un petit peu ces différences pour mettre en évidence des défis partagés et des solutions à rechercher ensemble. Et j'ai eu la chance pendant 4 ans, à partir de 2018, de participer en même temps qu'il y avait le forum politique de haut niveau des ODD des États pour faire la revue tous les ans de l'avancée de l'atteinte des ODD. C'est constitué un forum des autorités locales. Et parce qu'on a considéré qu'il fallait attirer l'attention du niveau étatique international sur l'enjeu de reconnaître les territoires comme des espaces de contribution à l'atteinte des ODD. Pourquoi ? Les territoires, c'est là où se passe la vie quotidienne, c'est là où sont les citoyens, c'est là où sont la gestion des problématiques d'accès à l'eau, d'accès à la santé, puisque on parle de l'ODD 3, de la gestion des conflits, de la résolution d'un certain nombre de questions. Et c'est aussi des espaces d'impulsion de développement et d'impulsion d'innovation. Chacun a sa part dans la mise en œuvre des ODD. S'intéresser à leur territorialisation, c'est aussi considérer que les citoyens, les acteurs du territoire détiennent des solutions qui vont être évaluées, qui, si elles sont évaluées, peuvent donner l'indication en quoi elles ont contribué à l'atteinte des ODD. Et ainsi, l'action des États articulée avec celle des territoires rend plus efficaces les transitions et rend plus efficace aussi l'identification de l'innovation et l'échange des pratiques. Parce qu'en agissant sur les territoires et en faisant en sorte qu'ils dialoguent entre ces territoires, on dépasse un certain nombre de problèmes de crispation qui peuvent se diplomatiques au niveau international pour ne se concentrer que sur les pratiques des acteurs et la mobilisation de l'intelligence collective et la capacité à agir en alliance collective. Et donc, l'ODD 17, c'est le seul ODD qui est revu tous les ans au forum politique de haut niveau. Les autres ODD sectoriels sont de temps en temps. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette territorialisation des ODD, c'est aussi la capacité de démontrer que les territoires sont des acteurs à prendre en considération et à accompagner pour réussir les transitions collectives et internationales. Voilà ce que je peux dire en introduction. Voilà. Et alors, juste pour faire puisqu'on est sur l'ODD 3, si on prend l'ODD 3, au niveau international, quand on regarde les différentes cibles de l'ODD 3, c'est des cibles qui concernent la santé, qui concernent l'accès aux soins, qui concernent la résorption des épidémies, etc. Si on fait le lien sur un département qui a la compétence en matière de protection maternelle et infantile, qui a aussi la confrontation à la question de la désertification médicale, qui a aussi la gestion des risques, notamment on l'a vu pendant la crise Covid, ou qui a aussi la responsabilité d'avoir des actions de prévention
et de sensibilisation à la question de sexualité, à la question des soins, à la question de prendre soin. Alors, évidemment, on est là concrètement dans un ODD international qui parfois dont on met souvent en exergue dans les pays où il y a des grandes épidémies, etc. Mais aussi, si on regarde nos territoires en France et dans les pays occidentaux dits développés, eh bien, on est aussi confronté à des problématiques d'accès aux soins et de santé et de bien-être de nos populations. Et donc, c'est aussi très important de s'intéresser à ça sur nos territoires et de mettre en place les indicateurs internationaux, de les décliner localement pour que justement on puisse dire on a fait des progrès, on a progressé ou on a régressé, ou en tout cas les actions qu'on a mises en place, en quoi elles ont contribué à améliorer la santé des hommes sur un territoire et donc globalement le bien-être général d'un territoire. Si les populations vont bien, s'il y a cette sécurisation de l'accès aux soins et des préventions, etc., alors on peut vraiment considérer qu'on a fait un progrès et qu'on est dans le développement. Merci Valérie pour cette mise en perspective. Alors Valérie nous expliquait l'importance de penser territoire quand on veut traiter des transitions. Je vais laisser la parole à Charles Benoît-Hetzy, qui est président fondateur du Rameau, pour justement nous parler de l'innovation territoriale. Quel lien avec les ODD? Quelles sont les conditions et ses enjeux? Je vous laisse la parole, Charles Benoît. Merci beaucoup, Élodie. Et alors, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et le lieu n'est pas neutre, puisque si nous sommes en direct avec le département de l'Aude, avec sa vice-présidente Valérie Dumonté et puis le représentant de l'Alliance pour la jeunesse audoise, nous sommes aussi en direct de Saumur, puisque aujourd'hui a lieu les rencontres de Saumur, patrimoine et territoire, avec l'école ESUA de l'Université d'Angers, ou avec 130 jeunes qui se forment à la culture au patrimoine. Nous réfléchissons ensemble sur les modèles socio-économiques dans le domaine de la culture et du patrimoine. Et ça nous rapproche, Valérie Dumonté vient de nous dire à quel point l'ODD 3 était structurant. L'ODD 3, c'est effectivement le bien-être. Alors on peut prendre la question du bien-être au niveau individuel, mais on peut aussi prendre la question du bien-être au niveau collectif, c'est-à-dire finalement comment collectivement le fait de construire ensemble notre avenir est un contributeur significatif au bien-être de chacun. Et c'est bien ça où l'innovation territoriale nous invite finalement à nous poser la question de comment on dépasse la question du bien-être de soi-même pour le bien-être de tous, parce que c'est ce qui contribue bien évidemment à pouvoir transformer notre société et à pouvoir assurer les transitions qui sont devant nous. Alors si on regarde aujourd'hui très concrètement les conditions de cette innovation territoriale, le dernier cahier de recherche qui a été publié en décembre dernier avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, avec lequel nous travaillons et nous menons nos travaux de recherche empirique, qui s'appelle ODD 17, économie et territoire, montre à quel point il est absolument essentiel de prendre conscience de la valeur de ce que la vice-présidente du département de l'Aude, Valérie Dumonté, vient juste de nous dire. C'est-à-dire que finalement, de conscientiser qu'est en train de s'inventer sur nos territoires les solutions qui vont être utiles ici, là-bas et pour tous, puisque c'est bien cet assemblage de la diversité des solutions qui va nous permettre de réussir les transitions. Et pour cela, il y a 4 conditions qui sont essentielles, qui ont été qualifiées, modélisées, illustrées par une diversité d'exemples. C'est d'abord de connaître ce qui se passe. Et c'est là où c'est vraiment très important de pouvoir qualifier finalement par la pratique de terrain. C'est ce que disait Valérie Dumonté sur l'importance de ne pas partir seulement en théorie sur la transformation, sur les transitions que nous vivons, mais de partir en pratique, comment concrètement, en fonction de la réalité d'un territoire, on va être en capacité, avec les acteurs qui sont associés sur ce territoire, de trouver des solutions concrètes. Il faut que cette connaissance, bien évidemment, soit là et soit capitalisée. Deuxième C, finalement, des conditions, connaissance et capitalisation. Il faut aussi que cette connaissance, cette capitalisation, elle se transforme en compétence, c'est-à-dire que nous soyons capables de partir de cet exemple de terrain pour être en capacité de dire qu'est-ce que ça nous donne dans l'enseignement pour tous, qu'est-ce qu'on peut retenir sans vouloir industrialiser les solutions, mais bien tirer des formes de repères, de principes qui peuvent être utiles à tous. Et dernier point, peut-être le plus essentiel de tous,
c'est nous devons réinventer notre capacité d'investissement dans ce que nous appelons le premier kilomètre des besoins, c'est-à-dire pas seulement dans l'expertise qui est apportée jusqu'au territoire, mais surtout et avant tout de pouvoir aider le territoire à valoriser l'expertise transversale qui existe sur son territoire. Et c'est bien cela où effectivement l'ODD 17 est au cœur du sujet, puisque cette transversalité, cette capacité finalement à animer un territoire, nous reverrons tout à l'heure dans les actualités les états généraux de l'ANPP territoire de projet. On voit bien que cette question-là est bien la capacité de féconder un territoire et nous sommes au cœur de la question de l'innovation territoriale. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce aussi essentiel? Et nous avons été questionner les jeunes sur cette question. Nous avions déjà questionné les Français dans leur globalité, les élus locaux, les dirigeants d'entreprise, les dirigeants associatifs, les acteurs académiques, les acteurs de l'ingénierie, les acteurs de l'investissement sur ce sujet-là. Mais nous avons vu, nous, en 2003, faire un focus tout particulier sur justement la vision des jeunes et la façon dont les jeunes sont aujourd'hui impliqués dans nos territoires pour construire ensemble, finalement, la pluralité des solutions dont on a besoin. Et ce que montre cette étude qui a été exploratoire, Jeunes et Territoires 2050, c'est que pour répondre à la pluralité de nos territoires, il faut d'abord que nous prenions conscience de la pluralité de nos jeunesses. Il n'y a pas une jeunesse, il y a une diversité des jeunesses. Et finalement, l'unité entre elles est avant tout de dire comment on fait avec elles et pas pour elles. Et cette dimension est d'autant plus structurante que ce qui ressort de façon extrêmement forte, que ce soit dès l'étude qui a été menée auprès des jeunes de 18 à 24 ans et de 25 à 29 ans sur leur envie de construire leur avenir pour pouvoir justement lutter contre l'image, la croyance que peut-être 2050 est la fin du monde. 31% de nos jeunes de 24 à 29 ans pensent que 2050 est la fin du monde. Heureusement, 69% de leurs congénères, de leurs pairs, pensent que, au contraire, on peut construire un avenir meilleur. Comment est-ce qu'on construit avec l'ensemble de ces jeunesses, finalement, cette innovation territoriale qui montre que nous sommes en capacité non seulement de réussir l'agenda 2030, mais au-delà, de réinventer notre imaginaire collectif sur l'avenir de demain, qui, oui, peut être un avenir qui peut permettre de tenir compte des contraintes actuelles, mais réinventer ensemble des solutions à l'échelle, finalement, des besoins de chacun d'entre nous. Et cette logique-là met en avant le rôle structurant des territoires. Ce que nous avions vu dans les études auprès des élus locaux, auprès des dirigeants d'entreprises associatives, de nos concitoyens, a été encore plus marqué au niveau des jeunes, c'est que le territoire incarne trois réalités extrêmement importantes et concomitantes. D'abord, et peut-être le plus important, c'est l'intérêt général à portée de main. C'est là où je sens que je peux être utile, c'est là où je peux travailler sur les transitions, c'est là où je ne constate pas simplement les défis qui sont devant nous, mais c'est là où je peux vraiment être en capacité finalement d'agir ensemble sur cette question-là. Le deuxième, c'est le terrain d'expérience. C'est que finalement, la réalité du territoire fait en sorte que nous pouvons, en fonction des acteurs, des actions déjà engagées et des priorités du territoire, nous pouvons inventer des solutions qui sont agiles et qui tiennent compte à la fois des besoins, des fragilités et des ressources du territoire pour avoir des solutions qui, après, peuvent s'étendre, mais qui partent de cette réalité du territoire. Et puis le troisième point, c'est le lieu en confiance où on peut dépasser l'entre-soi pour faire de l'entre-tous. C'est pas si facile de pouvoir construire avec tout le monde, y compris avec ceux qui ne partagent pas les mêmes valeurs que moi. Et c'est bien dans un territoire que l'on peut finalement prendre ce risque, on peut avoir envie de se dire, mais et finalement, si je pouvais dialoguer, et non seulement dialoguer, mais agir avec des gens qui pensent différemment. Et là, on est bien au cœur de l'ODD 17 en pratique. Et c'est pour ça que je suis ravi et je remercie la mairie de Saumur de nous avoir prêté cette magnifique salle de la municipalité parce que c'est là où l'acteur public local
que ce soit la municipalité, que ce soit le département, que ce soit la région, mais bien évidemment aussi l'État, mais ces acteurs de médiation territoriaux jouent un rôle absolument essentiel. Et rappelons-nous, ce territoire est plébiscité comme le lieu de création de valeur et de frugalité en commun. Pas seulement pour moi, pas seulement pour ma propre performance, pas seulement pour mon propre bien-être, mais pour le bien-être de tous, pour notre performance collective. Et c'est là où nous réconcilions économie, sociale et environnementale. Et donc, cette capacité à le faire est bien évidemment un élément totalement déterminant. Alors, pour pouvoir le démontrer, bien évidemment, il fallait montrer des exemples inspirants. Parce que c'est bien de le dire, c'est mieux encore de le faire. Et dans le cadre de l'étude Jeunes et Territoires 2050, nous avons choisi 12 exemples extrêmement inspirants de mobilisation de la jeunesse, de lieux de construction avec la jeunesse, du projet de territoire, de la capacité à faire territoire, autrement dit à dépasser le vivre ensemble pour faire société en territoire. Et cette capacité-là, elle nous semble absolument déterminante. Donc, nous avons choisi des associations, des acteurs académiques, des acteurs économiques et bien évidemment différents échelons d'acteurs publics, puisque je le redis, il est absolument essentiel d'articuler la capacité de nos concitoyens, de la société civile, de nos acteurs académiques, de nos acteurs économiques autour des projets de territoire qui sont définis bien évidemment dans une démocratie, dans un état de droit, par les acteurs légitimement élus pour justement mobiliser cette capacité collective. Et c'est dans cela que, bien sûr, nous avons choisi le département de l'Aude pour son exemplarité dans l'ensemble de son programme, comment co-construire la politique de jeunesse, non pas pour les jeunes, mais avec les jeunes, en faisant réémerger des dispositifs qui peuvent exister, mais qui n'existent pas sur les territoires, comme le Conseil social et économique départemental, en créant un conseil des jeunes pour pouvoir travailler avec eux, pour définir eux-mêmes leurs sujets, et à travers l'Alliance pour la jeunesse audoise, dont on va parler dans un instant, il nous semblait essentiel de rappeler que la capacité d'impulsion des élus, la capacité de pilotage de nos agents en territoire sont un élément déterminant pour articuler la volonté, l'envie des jeunes, des associations, des habitants, des entreprises, des établissements scolaires à travailler ensemble. Et c'était pour ça que c'était important pour nous à la fois de pouvoir le faire sur la question du patrimoine et des transitions à partir de ce mur et de le faire à partir de l'Aude autour de la vice-présidente du département. Merci, chère Valérie Dumonté, aussi vice-présidente de la Fondation des territoires, d'avoir accepté finalement de pouvoir ouvrir vos portes pour montrer avec l'humilité qui vous caractérise comment on peut réellement innover territorialement parlant à l'intérieur du territoire, mais aussi le faire rayonner à l'extérieur, parce que là encore, il ne faut pas opposer les deux. Merci Charles Benoît pour cette mise en perspective et la bonne transition que vous faites sur la boussole de l'ODD 3 et notamment l'illustration de l'Alliance pour la jeunesse audoise, donc une innovation qui intervient au niveau du département de l'Aude, qui agit au service de l'ODD 3 et plus particulièrement de l'axe du bien-être de tous, qui a bien exprimé Valérie Dumonté tout à l'heure, et notamment celui de la jeunesse. Et donc pour comprendre ce projet et plus particulièrement pour illustrer quels sont les acteurs qui sont mobilisés dans l'Alliance, on vous propose 4 témoignages complémentaires. Celui du pilote de la démarche, qui va nous expliquer quelles sont les caractéristiques en prenant compte pour justement piloter une telle démarche. On aura aussi 2 contributions, 2 valorisations complémentaires, l'une d'une association avec des petits débrouillards et l'autre de l'institution avec l'Académie de Montpellier, qui contribuent chacune à cette démarche, qui nous expliquera quels sont leurs retours d'expérience respectifs. Et puis on verra le retour d'expérience de l'élu justement qui est à l'impulsion de la démarche. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Quels sont les apprentissages d'une telle démarche quand on l'impulse? Alors pour démarrer cette boussole de l'ODD 3, je vais laisser la parole à Catherine Falch, qui est chargée de mission jeunesse au sein du département et qui pilote l'Alliance pour la jeunesse audoise. Donc bonjour Catherine. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est finalement quand on pilote une telle démarche,
quelles sont les caractéristiques qu'il faut avoir en tête? Bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être d'abord vous dire pourquoi on a créé cette alliance pour la jeunesse audoise et pourquoi faire. La première étape préalable à l'AJA a consisté à organiser un diagnostic territorial avec l'ensemble des acteurs jeunesse. Et ce diagnostic a permis de mettre en évidence la nécessité de dépasser la sectorisation de l'action publique. C'est important de le rappeler parce que donc à la base de la démarche de l'AJA, il y a un diagnostic et des constats partagés. Et donc c'est dans la continuité de ce diagnostic qu'est né l'AJA fin 2022. C'est donc relativement récent puisque ça fait un peu plus d'1 an que nous fonctionnons comme ça. Alors l'AJA, c'est quoi? C'est un espace d'interconnaissance, de mise en réseau et d'expérimentation. Donc, un espace qui rassemble les acteurs audois de la jeunesse, je vais les détailler un peu plus bas. C'est aussi un espace où on élabore une stratégie, une politique transversale pour la jeunesse audoise. En gros, on fait le pari suivant. Collectivement, nous, acteurs jeunesse de l'Aude, faisons le pari que si nous travaillons mieux ensemble, nous serons plus efficaces pour agir avec et auprès des jeunes. Donc, c'est vraiment une démarche d'innovation organisationnelle que le département de l'Aude a impulsée avec cette AJA, qui, à ce jour, est composée d'une 30aine de structures. Il y a les collectivités territoriales, le département, bien sûr, mais aussi les EPCI, les intercommunalités qui ont la compétence jeunesse. Il y a des acteurs institutionnels avec les services de l'État, le service départemental à la jeunesse, l'engagement et au sport, l'éducation nationale, la CAF, la MSA. Et enfin, il y a tous les acteurs associatifs, les associations d'éducation populaire, les missions locales. Voilà. Et donc, mon rôle de pilote de cette belle initiative consiste à articuler, à coordonner cette démarche, donc en lien avec le laboratoire d'études, le LERIS à Montpellier, qui nous accompagne pour structurer cette démarche-là. Et donc, je suis garante du fil rouge et du cap à garder, de toujours garder en tête pourquoi on a créé l'AJA et qu'est-ce qu'on en attend. Et donc, je dirais que ça implique d'avoir aussi en tête plusieurs paramètres et plusieurs composantes avec lesquelles il faut jongler. La première, vous l'avez vu donc dans la variété d'acteurs. L'AJA est composée d'acteurs avec des profils très différents, avec des temporalités, des positionnements, des territoires d'intervention très différents. Donc, ça suppose vraiment de se connaître entre acteurs, de connaître les réalités de chacun, de comprendre les enjeux de chacun, avec le défi de trouver un équilibre entre ces profils d'acteurs et surtout de trouver ce qui nous unit, en fait, au-delà de nos différences. Alors, pour le côté symbolique, le fait d'avoir créé cette identité commune, donc un nom, l'AJA, et un logo, a vraiment contribué à renforcer le sentiment d'appartenance de tous. Il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est la question du rythme. Dans ce genre de démarche, il y a des acteurs qui voudraient sans doute aller plus vite, d'autres qui voudraient aller plus doucement. Donc, il faut vraiment, le challenge, c'est un peu d'arriver à trouver un rythme qui soit acceptable pour tous, en fait, pour avancer ensemble. Et le rythme, c'est aussi une question de temps. Le temps, c'est aussi un élément clé à la fois sur le plan individuel pour chaque acteur, puisque chaque acteur va dégager du temps pour cette alliance. Donc, il faut qu'il y ait une plus-value. Et même si on sait que certaines choses vont mettre du temps, il faut quand même qu'il y ait une plus-value assez rapidement pour donner envie aussi de participer, de s'impliquer. Et sur le plan collectif, justement, travailler ensemble à des changements de pratique aussi, ça prend du temps. Et on va pas mesurer tout de suite les effets de tout ce qu'on met en place. Une troisième dimension, c'est quand on travaille dans ce type de démarche apprenante, ça suppose une forme de prise de risque collective même, puisqu'on construit le chemin ensemble, donc il y a forcément une part d'inconnu, et même si on est convaincu de l'utilité de la démarche, ça peut être déstabilisant de pas tout maîtriser, parce que c'est absolument pas dans nos pratiques et dans nos habitudes.
Donc, l'AJA, c'est vraiment aussi s'autoriser à expérimenter, à faire marche arrière, à prendre un peu plus de temps là où finalement c'est nécessaire, parce que s'autoriser à ne pas tout maîtriser, c'est s'autoriser aussi à être créatif, collectivement, et c'est vraiment ce à quoi on aspire. Donc, par rapport à ces différents défis, il est vraiment essentiel que l'AJA soit un espace de confiance où on puisse parler librement, où chaque acteur puisse parler librement. On n'a pas beaucoup formulé de choses à ce jour dans notre alliance qui est encore assez récente, mais on a écrit une charte qui stipule cet espace de liberté pour tous. Donc c'est vraiment un espace où on peut se féliciter ensemble du chemin parcouru, et c'est important, mais c'est aussi un espace où on peut être critique, et je dirais que c'est au moins aussi important. La confiance, ça se gagne progressivement, principalement par les actes, mais c'est quelque chose de fragile, donc à valider régulièrement. Et le fait de faire ensemble, de mener des projets, de faire des expérimentations ensemble, a quand même vraiment contribué à instaurer de la confiance. Et pour terminer, donc juste quelques mots sur la posture de pilote de ce projet. On est à la fois au-dessus avec une vision un peu à 360, je disais, donc c'est moi qui fais le lien avec le cabinet qui nous accompagne. Mais en même temps, dans le groupe de l'AJA, on a la même place pour tous, on a ce rôle de pilotage, mais on n'a pas plus de pouvoir, enfin chacun a une voix, donc le département aussi a une voix. Et donc, je fais aussi très attention à la circulation des informations, donc à l'écoute qui est liée à la confiance, écouter ce que les partenaires ont à dire, prendre en compte leurs paroles. Il y a aussi pour moi vraiment l'importance d'être disponible et de faire de la pédagogie, de répéter peut-être certaines choses, parce que tout le monde après est aussi pris dans le flux de son quotidien. Être disponible pour les personnes qui n'auraient pas pu être présentes au temps de rencontres, pour répéter, pour reprendre. Parce que dans ce genre de démarche où il y a beaucoup d'acteurs et très différents, il faut vraiment veiller à ce que tout le monde puisse appréhender l'AJA dans sa globalité et que tout le monde sait ce qui se fait, puisque chacun peut être impliqué dans des groupes de travail, mais n'a pas forcément toujours la vision en 360. Et 2 fois par an, on organise des séminaires. Ces séminaires sont vraiment les espaces de partage et de validation collective pour s'assurer que tout le monde a le même niveau. Un autre point important pour faire vivre cette dynamique AJA, c'est vraiment de garder un lien régulier en partageant des informations, en relayant des actualités, d'accorder de la place dans nos rencontres à la convivialité. Ça, c'est un point qui me semble essentiel. Convivialité et laisser de la place à l'informel. Par exemple, on a créé un café jeunesse en visio tous les 15 jours qui se déroule de façon totalement informelle sur le temps méridien et qui permet, pareil, toujours d'échanger des informations, des actualités, enfin mieux se connaître in fine. Et pour terminer, peut-être, voilà, je pense que c'est important de prendre les tâtonnements, les ajustements comme autant d'occasions de fortifier l'alliance. Ça suppose d'avoir confiance dans ce processus-là et savoir gérer cette tension entre garder le cap, je disais, de pilote de projet, et le lâcher prise pour permettre la créativité et justement des réponses ou des solutions innovantes. Merci. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir illustré votre rôle de pilote dans la recherche des équilibres. On l'a vu multiple entre les profils d'acteurs, les temporalités et de la recherche de la confiance pour qu'elle soit pérenne et constructive. Merci beaucoup, Catherine. Alors, ça me laisse la main pour présenter une contribution de la valorisation d'une association, donc les petits débrouillards qui participent à l'Alliance. Et je vais laisser Antoine Souef, qui est responsable de l'antenne de l'Aude, nous dire son retour d'expérience de la participation des petits débrouillards à l'Alliance. Antoine, c'est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà.
Ouais, alors le réseau est un peu instable, j'avoue que ça bug un peu, j'espère que ça va passer. Euh, Bah merci de m'avoir invité. Alors bah déjà juste redire, nous les petits débrouillards, on est une association d'éducation populaire à la culture scientifique et technique. On est présent, enfin il y a des petits débrouillards un petit peu partout en France, dans pas mal d'endroits. On couvre pas totalement le territoire, mais on est assez présent et on est une structure vraiment, on va dire territoriale, c'est-à-dire qu'on s'implante quand on ouvre une antenne dans un département, on y est physiquement, on participe aux réunions, on rencontre les acteurs, etc. On n'est pas, voilà, on se parachute pas pour faire une action de loin en venant des métropoles. Voilà. On est vraiment présent territorialement. Du coup, dans l'Aude, l'antenne audoise existe depuis assez longtemps, avec des locaux sur Carcassonne et une équipe sur Carcassonne, et depuis 2 ans à peu près sur Narbonne. Donc, c'est les deux gros pôles du département. Euh, et moi, à titre personnel, je suis donc responsable de cette antenne depuis 2018 à peu près. Donc, ça fait 6 ans. Voilà, avec bah, toujours des enjeux de réussir à tisser des partenariats, à développer notre action. En fait, nous, on n'est pas une structure qui avons directement notre propre public. Voilà, des gens qui viennent tous les mercredis, par exemple, à un club qu'on porterait ou à un classe. On est surtout intervenant auprès de structures partenaires. Des centres sociaux qui ont du public de famille, qui ont du public de jeunes, des associations de jeunesse, etc. Euh, et du coup, les partenariats pour nous, voilà, c'est hyper important et je fais ça depuis 2018, hein, de développer les partenariats et après derrière ces endroits où on voit des besoins, des endroits où il y a un intérêt qu'on intervienne, il y a aussi la question financière qui est quand même assez importante. C'est-à-dire qu'on est des salariés permanentes et permanents et donc il faut qu'on rentre de l'argent pour payer nos salaires pour pouvoir fonctionner. Et, euh, et ça, c'est quand même une partie qui est assez difficile voilà, sur le secteur associatif d'une façon générale et sur le secteur jeunesse, notamment, hein, voilà, même, c'est-à-dire que même les institutions, les agglos, par exemple, qui gèrent les périscolaires, etc., font face à des difficultés de fonctionnement parce que les animateurs et animatrices sont pas très bien payés, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui postule et c'est à flux tendu, etc. Et du coup, c'était un peu, voilà, lors du dernier séminaire de l'AJA, une des prises de parole que j'avais fait était là-dessus, de dire, en gros, il serait pertinent pour toutes et tous de réussir à se projeter à 7 ans, voire même à 28 ans, enfin, essayer d'avoir une vision stratégique, une vision prospective, etc. Sauf que on est beaucoup. C'est notre cas au Petit Débrouillard, mais c'est aussi le cas de pas mal de structures avec qui j'ai pu discuter du coup lors des différents temps de rencontre à être un peu la tête sous l'eau, quoi, la tête sous l'eau, à courir des projets, à courir après les financements, à essayer de boucler les choses, à faire voilà, à jongler avec toutes les difficultés que posent les subventions, notamment, et le fait qu'on fonctionne principalement par projet au niveau des associations. Alors que, en parallèle de ça, les besoins que l'on voit vont grandissant. C'est-à-dire que d'année en année, on se dit il y a toujours plus besoin d'éducation populaire, il y a toujours plus besoin pour notre part, d'éducation aux sciences, à notre avis. Voilà, il y a des besoins éducatifs pour les jeunes, et les moins jeunes, voilà, sur différents champs. Et, euh, Et voilà, du coup, c'était un peu la prise de parole que j'avais. Alors, l'intérêt que j'ai trouvé, moi, à venir sur les temps et à participer à l'AJA, c'était justement il y a un côté un peu où on sort de notre isolement. Alors, on n'est pas totalement isolé, hein, parce que, comme je disais, on travaille toujours en partenariat et on se rencontre. Mais là, voilà, c'était une occasion aussi de voir physiquement plusieurs partenaires à la fois, pouvoir s'échanger un peu sur nos galères,
les difficultés. Ce que j'ai trouvé quand même un peu dur, c'est que du coup, on fait tous un petit peu le même constat c'est de plus en plus difficile de fonctionner, nos budgets ne s'équilibrent pas, on est tous sous l'eau et du coup, on a du mal à prendre du recul et à réfléchir stratégiquement ce qu'on essaye du coup, hein, ce que les temps de l'AJA visent à faire et à essayer de faire, mais avec la temporalité voilà, qui est pas évidente parce que, comme l'a dit Catherine avant, on peut pas non plus y venir tous les 4 matins, hein. Quelques rencontres à l'année, réussir à se libérer du temps pour ça, c'est déjà un choix qui est assez important, qu'il faut réussir à faire, voilà, mais qui n'est pas, enfin, que tout le monde ne fait pas forcément parce que on n'y voit pas des retombées directes. C'est pas quelque chose sur lequel on va ressortir avec un projet clairement ou quoi. C'est plutôt un espace qui va favoriser le partenariat, favoriser la rencontre, l'échange d'informations aussi de qui fait quoi. Voilà, typiquement les cafés jeunesse où on peut savoir un peu quelle structure est dans quoi actuellement, qu'on peut diffuser, etc. Euh, voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais Merci. oui, et le fait de sortir aussi, l'une des difficultés qu'on a et à laquelle l'AJA tente d'apporter une réponse aussi, c'est justement ce fameux fonctionnement en silo, c'est-à-dire que euh, quand on veut faire financer euh, des projets que l'on a envie de faire, souvent on doit du coup aller interlocuteur par interlocuteur défendre la chose et avec des incertitudes de est-ce qu'on va être suivi par le conseil départemental, est-ce qu'on va être suivi par la CAF, est-ce qu'on va être suivi par ci, est-ce qu'on va être suivi par là, et du coup voilà des prises de risques et tout un tas de difficultés liées à ce fonctionnement-là. Et l'une des propositions de l'AJA, ça a été de faire un fonds de dotation commune, enfin, voilà, un territoire expérimental, que les acteurs financiers et institutionnels mettent un pot commun pour mettre en place une action. Donc, je pense que c'est bien, j'ai espoir que ça soit quelque chose qui réussisse. Mais voilà, pour l'instant, ça reste expérimental et en attendant, on est quand même toujours dans ce système-là qui a aussi pour biais que nous, on essaye toujours du coup de tourner nos projets et nos envies pour rentrer dans les cases qui vont correspondre du coup aux attentes des financeurs. Et qui par ailleurs, et là ça revient aussi à la question santé bien-être de l'ODD 3, ça génère aussi, je pense, une forme assez forte de souffrance au travail pour les structures qui font ça en fait. Le fait de devoir tout le temps être sous pression économique pour pouvoir tenir nos salaires, payer les interventions, etc. Voilà, donc l'AJA est voilà, pour moi en tout cas, un espace un peu de soupape, de discussion, de mise à niveau aussi des informations de ce qui se passe dans telle ou telle structure du département, d'interconnaissance aussi, certaines structures qu'on ne connaît pas, et voilà, qui fait un peu du bien dans ces périodes-là où on se prend la tête avec les subventions. Voilà. Merci Antoine, et ce que votre témoignage résonne avec celui de Catherine sur la recherche des équilibres, hein, votre équilibre économique et le fait de participer à une réflexion plus long terme sur la politique jeunesse, et le fait que ce soit pour vous un moment d'interconnaissance et de respiration par rapport à votre quotidien qui est assez contraint. Merci beaucoup. Et donc, je vais laisser la parole à Loïc Bonaventure, qui est conseiller d'éducation populaire et de jeunesse au sein du service départemental de l'éducation nationale de l'Aude. Et donc, même question que pour Antoine. Quels sont vos retours d'expérience de la participation du service départemental à l'Alliance pour la jeunesse audoise ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais peut-être présenter un peu plus mon corps de métier et donc l'institution État qu'on représente au sein du département. Donc, comme Élodie l'a dit, je suis conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, qui est un métier qui existe depuis 1961, donc qui est assez méconnu, mais pourtant assez ancien. Et je travaille donc au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, que certains, dont nous les premiers, nommons encore plus simplement jeunesse et sport.
C'est un peu l'appellation historique. Donc, comme le dit l'acronyme, nous sommes un service déconcentré de l'État qui a un rayonnement départemental. Donc, en l'occurrence, moi, je suis en poste dans l'Aude depuis maintenant 3 ans. Nos services sont essentiellement composés de cadres, en fait, et en particulier, je vais dire 2 catégories. Donc, la mienne, qui a trait à la jeunesse et à la vie associative, et nos homologues pour la partie sport, qui sont les conseillers d'animation sportive. Donc, notre rôle est évidemment d'appliquer les politiques publiques en faveur de la jeunesse et de la vie associative au sein du département. On a un rôle très transversal puisqu'on a à la fois des compétences régaliennes, je pense à tout simplement l'application du cadre juridique dans les accueils collectifs de mineurs par exemple. Je suis pour ma part référent départemental pour le service civique, c'est-à-dire que je traite les agréments, j'organise les formations à la fois des tuteurs et des jeunes. J'ai aussi un rôle de pilote des politiques éducatives territoriales, donc qui sont des alliances au niveau local, communal ou intercommunal entre les différents acteurs éducatifs et en particulier les enseignants et tous ceux qui animent le périscolaire ou l'extrascolaire, dont les petits débrouillards font partie par exemple. Mais j'ai aussi la réserve civique, qui est une plateforme de mise en relation entre bénévoles et associations. Donc je vais évidemment pas vous citer toutes les missions, mais c'est pour vous dire que finalement, si je pouvais résumer grossièrement, nous sommes les représentants de l'État pour tout ce qui est le temps des jeunes hors temps familial et hors temps scolaire, même si nous sommes adossés au ministère de l'Éducation nationale depuis maintenant 3 ans. Et donc, voilà, nous mettons en application ces politiques sur le département, ce qui implique que nous sommes en relation directe à la fois avec les acteurs institutionnels, donc le conseil départemental évidemment, les collectivités, qu'elles soient locales ou intercommunales, mais aussi les acteurs associatifs. Par rapport aux acteurs associatifs, nous sommes aussi ceux qui instruisons les dossiers de demande de subvention en lien avec les politiques de jeunesse. Voilà, donc c'est vraiment un rôle très très transversal, mais qui nous permet à la fois donc d'avoir affaire aux acteurs qui agissent en faveur de la jeunesse, mais avec la jeunesse elle-même, puisque nous accompagnons aussi les associations, par exemple dans le cadre d'une colonie de vacances, à créer leur projet pédagogique ou à l'améliorer, puisque nous sommes avant tout, avant d'être conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, des pédagogues, alors d'horizons différents, hein, mais voilà, notre lien premier avec ce métier est lié vraiment avec un lien direct avec la jeunesse. Alors pour moi, l'Alliance pour la jeunesse audoise, c'est plutôt récent, puisque je l'ai intégré au mois de juin 2023, au mois de juin dernier. Une de mes collègues était déjà présente au sein des groupes de travail et lors des rencontres diverses. Et pour nous, institutions publiques, en fait, ça tombe sous le sens de participer à ce projet qui est expérimental, mais qui porte déjà un peu ses fruits, dans le sens où, effectivement, on est intimement impliqué dans tout ce qui a trait à la jeunesse et à la vie associative, et au sein de cette instance, on retrouve bien sûr ces acteurs sur tout le département. Donc voilà, je me permettrai pas de faire évidemment un bilan détaillé de ma participation jusqu'à maintenant, puisque je suis assez nouveau, mais il est évident que avoir une possibilité de rencontrer dans un instant, dans le même instant, tous les acteurs qui œuvrent finalement en faveur de la jeunesse, quelle qu'elle soit, est particulièrement intéressant, enrichissant, et permet évidemment de faire des liens que dans nos métiers, on ne fait pas forcément par manque de temps ou par manque de disponibilité. Donc le projet au sens de territoire, le département de l'Aude est un département qui malheureusement est pauvre économiquement, une jeunesse qui est en difficulté comme ailleurs, j'en suis bien conscient, mais qui offre des particularités aussi de mobilité
un peu compliqué. Donc l'AJA pour moi est vraiment, je dirais même pour nous au sens de l'institution publique au sein du département, enfin du service déconcentré, la possibilité de rencontrer ces acteurs-là, de fixer des axes communs, puisque finalement on a tous le même sens, hein, de faire en sorte que la jeunesse ait plus d'ouverture, plus de possibilités, et sûrement plus d'optimisme. Hein. Je pense au fameux 31% qui pensent que le 2050 sera la fin du monde. Donc, il est évident que participer à l'AJA nous permet, nous, État aussi, de faire remonter tout simplement des demandes ou des doléances, mais aussi d'apporter à la fois notre expertise et nos moyens humains et en partie économiques sur ce type de projet, d'identifier les territoires aussi. Voilà, donc c'est voilà pour nous vraiment une richesse. Et je remercie Madame Dumonté et le Conseil départemental de nous avoir associés à ce projet, avec cet intérêt en plus que c'est pas. Alors l'objectif est large, mais moi ce que j'admire vraiment dans cette instance, et grâce au pilotage aussi de Catherine et du laboratoire L'Iris, de donner la place à l'expérimentation, au retour d'expérience ponctuel et régulier, qui nous permet non pas d'aller dans une direction en mettant des œillères, mais bien d'explorer toutes les possibilités et de faire en sorte de tous se nourrir entre nous de nos connaissances pour faire évoluer ce projet-là qui pourrait casser aussi finalement le fonctionnement en silo qu'Antoine citait tout à l'heure, qu'on a parfois parce qu'on est bloqué un peu sur nos fonctions sans regarder forcément ce qui se fait ailleurs. Donc voilà, merci encore et je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette visioconférence. Merci Loïc pour votre témoignage. Donc le fait de pouvoir contribuer collectivement à une politique globale pour la jeunesse et la capacité de pouvoir expérimenter avec d'autres, c'est un peu ce que je retiens en très résumé de votre témoignage. Et pour conclure ce tour de boussole, si je puis dire, je vais laisser la parole à Valérie Dumonté, parce qu'en tant qu'élue, vous avez impulsé cette démarche il y a déjà quelques années de ça. Et donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est que finalement, en tant qu'élu, quels sont les points de vigilance et les clés de réussite que vous aimeriez partager lorsqu'on impulse une démarche collective comme celle de l'Alliance pour la jeunesse audoise? Merci des trois témoignages précédents parce que ça illustre bien la diversité des profils qu'on trouve au sein de l'Alliance pour la jeunesse audoise. Et je veux préciser, parce qu'il y a dans les questions, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui s'interrogeait sur la pertinence de l'échelle départementale comme territoire. Je veux préciser que dans l'AJA, il y a toutes les intercommunalités qui ont la compétence jeunesse sur le département, parce qu'effectivement, si l'Alliance est de niveau départemental, elle regroupe à la fois les financeurs potentiels, les producteurs de politiques publiques, mais aussi les territoires qui agissent concrètement sur le terrain, donc et les associations d'éducation populaire et les organisations qui agissent avec et pour les jeunes. Donc on a bien tous ces profils-là qui sont réunis au sein de l'Alliance pour la jeunesse audoise, de façon à pouvoir faire toujours l'articulation entre la transformation de la façon dont on conçoit des politiques publiques et leur mise en pratique concrète. C'est la première vocation de cette alliance. Et ce qui est important de repréciser, c'est qu'au départ de l'alliance, et c'est pour ça que j'ai impulsé ça en tant qu'élu départemental, c'est qu'il y a eu la conjonction de trois espaces de constat. Le diagnostic dont a parlé Catherine Falch, et ce diagnostic partagé avec ceux qui sont maintenant les membres de l'AJA, a mis en évidence des problématiques du territoire de l'Aude, qui sont un taux de jeunes, le plus fort taux de jeunes en dessous du seuil de pauvreté de France, le plus fort taux de jeunes analphabètes, le plus fort taux de jeunes qui sortent sans emploi, sans diplôme, un taux très important de grossesse précoce, des problématiques de la ruralité par rapport aux mobilités, etc. Donc, on est bien parti de ces préoccupations-là. L'autre espace, on avait mis en marche au devant les jeunes, qui a été
une grande concertation des jeunes eux-mêmes, hein, à partir à la fois des territoires jusqu'à un regroupement de niveau départemental, qui a mis en évidence les désirs des jeunes Audois, qui a été du coup un vivier à la fois de prise de conscience et de mise en évidence de ce qui était la préoccupation des jeunes Audois, et dans lequel ont ressorti leurs aspirations, leurs besoins, leur volonté d'être reconnus, leur soif d'avoir le pouvoir d'agir, mais aussi l'expression de tout un tas d'inquiétudes quant à l'avenir, d'inquiétude pour d'être pris en considération leur parcours individuel, l'inquiétude de pouvoir choisir leur vie, leur métier, etc. Et le troisième, je dirais, espace de réflexion, ça a été le département lui-même, hein, où on a travaillé sur c'est quoi les politiques jeunesse au sein du département et comment est-ce qu'on globalise une politique jeunesse alors qu'il y a à la fois la sectorisation et la transversalité. Donc comment est-ce qu'on on résorbe la question du silo, y compris en interne à l'institution départementale. Et c'est bien la rencontre de ces trois espaces-là qui m'ont fait qu'à un moment donné, aimer cette volonté d'impulser l'AJA pour aller résoudre toutes ces questions qu'on a déjà évoquées. Donc le silo, et puis surtout refonder le sens. Qu'est-ce qu'on veut aller résoudre ensemble? On ne va pas se disperser avec 10 000 choses. On va résoudre telle ou telle problématique. Et donc, ce qu'on veut, ce qui nous anime dans ce collectif, c'est de reposer ce sens-là et de dire, voilà, on va agir ensemble pour résoudre le seuil de pauvreté ou la question des mobilités, etc. Et de tout ça est née à la fois l'annonce pour la jeunesse audoise et en parallèle la redéfinition du conseil départemental des jeunes. Et c'est bien ces deux pieds qui avancent en parallèle. Alors, moi, j'ai impulsé ça, mais c'est vrai qu'une des problématiques en tant qu'élu départemental, j'ai réfléchi à toutes ces questions-là depuis maintenant 5-6 ans. Et puis, à un moment donné, ça a été mûr pour impulser cette AJA. Et une des premières problématiques, en tout cas pour moi, c'est il faut savoir respecter le temps des autres. Si individuellement, on a pu progresser sur des prises de conscience, une volonté d'agir, qu'on est prêt à agir, à partir du moment où on crée un espace collectif, alors il faut prendre en considération le temps d'appropriation de tout le monde. Il faut accepter qu'il faut être un peu plus peut-être lent, avoir la patience. Ça, c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué, qui parfois donne un peu d'impatience. Mais c'est une rigueur, une rigueur qui doit être vraiment très importante, sinon ça ne fonctionne pas, on est dans le forcing. L'autre chose, c'est oublier sa posture de vice-présidente du département. L'oublier. À la fois l'assumer, mais aussi savoir travailler en égalité. Il y a des temps de codécision, il y a des temps de décision budgétaire et de gestion, il y a des temps de discussion égalitaire. Égalitaire, c'est-à-dire que sur une journée de séminaire, il y a Antoine, il y a Loïc, il y a Catherine et il y a Valérie. Et dans ces moments-là, il n'y a pas de domination de ma casquette de vice-présidente, il y a un dialogue. Et ça, ce n'est pas toujours facile de faire tomber les images et les postures. Je te parle pour moi, mais c'est vrai pour d'autres institutions. Donc, il faut aussi avoir la vigilance et je dirais l'honnêteté dans le fonctionnement de l'AJA, de toujours bien placer les temps où effectivement on est dans cette co-construction collective et les temps où on va devoir travailler entre organisations qui ont le pouvoir de décider des sous concrètement et qui vont avoir le pouvoir de produire des politiques publiques. Et ces moments-là, ces articulations-là, elles sont très importantes parce que si on travaille que AJA égalitaire, sans prendre la précaution que ceux qui vont financer à un moment donné ou être sollicités à un moment donné sont trop décalés, eh bien ça ne fonctionnera pas.
Voilà. Donc ensuite, c'est aussi la question de rompre les pratiques en silo. C'est un constat que tout le monde dit. Hein. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on passe du constat à qu'est-ce qu'on se met en place pour résoudre ces questions de silo? Alors, il y a un mot qui revient beaucoup, c'est la confiance. La confiance, ça se gagne, ça se travaille, effectivement. Donc, l'AJA permet ça, permet l'interconnaissance, permet aussi de prendre conscience que peut-être sur tel sujet, il y a 2 appels à projets, par exemple, qui ont été faits par 2 organisations différentes qui ne se sont pas parlé, alors que ce serait vraiment tellement plus intéressant d'en faire un seul. C'est aussi écouter ce que disent des associations comme ce qu'a dit Antoine, c'est-à-dire la question de, quand on est organisation publique, d'entendre que quelquefois on met en difficulté, et je pense en maltraitance, des associations, particulièrement celles d'éducation populaire, les acteurs qui agissent, parce qu'on les met en situation de devoir toujours courir après les sous, après les appels à projets, alors que on leur demande de faire œuvre d'intérêt public, d'intérêt général, et on les met en difficulté et en insécurité. Donc c'est aussi, l'AJA permet, parce que justement Antoine notamment s'est exprimé très fortement au dernier séminaire, moi ça m'a vraiment interpellée en disant, alors peut-être qu'on peut expérimenter au sein de l'AJA, comment est-ce qu'on met en sécurité ces associations, parce qu'on va leur demander de travailler dans un sens d'intérêt collectif, et en même temps on ne peut pas se permettre qu'ils soient en difficulté psychique et de violence en fait pour pouvoir se consacrer concrètement à l'AJA. Voilà un peu les différents points de vigilance, et les clés de réussite, c'est exprimer, c'est formaliser la volonté commune, formaliser des indicateurs. Alors c'est là où on fait aussi la référence avec les ODD, hein, qui sont des références, mais voilà, donc c'est prendre le temps de formuler le sens qui nous réunit, prendre le temps de bien formuler les objectifs qu'on veut atteindre et les cibles qu'on veut atteindre, prendre le temps de mettre en évidence des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer collectivement si c'est l'action qu'on a mis en place. Voilà. Il y a aussi le fait qu'on peut prendre une action d'un membre de l'AJA comme étant exemplaire, et du coup on se mobilise pour sa réussite. Et on peut aussi dire, on va expérimenter par exemple le fonds collectif dont on a parlé, c'est-à-dire plutôt que de faire X appels à projet, on en fait un seul collectif dont on définit les règles et le contenu ensemble. Voilà. Et l'autre point de vigilance, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à un degré de maturité après 1 an de fonctionnement d'AJA, où on va maintenant forcément faire des passerelles avec le conseil départemental des jeunes, qui parallèlement à progresser aussi, pour qu'il y ait des interactions entre l'AJA et les jeunes, pour passer de concevoir pour à concevoir avec. Voilà ce que je pourrais dire globalement de ce que je ressens en fait de cette expérience-là, qui nécessite aussi toujours aussi, et c'est pour ça que les temps comme le rameau, ça nous permet de conceptualiser aussi, parce que c'est important de passer des pratiques au concept. Voilà, donc en tout cas, là où il y a une volonté, il y a un chemin, mais c'est pas facile de passer à la somme de volontés individuelles, à la construction d'une volonté collective qui va montrer un chemin collectif et un cheminement collectif. Merci Valérie pour votre témoignage sur le temps des autres, le temps de la co-construction et de la décision, et celui de la confiance. Et je pense que Charles Benoît a envie de réagir. Oui, merci beaucoup pour vos 4 témoignages. Vous nous avez fait l'immense plaisir de nous inviter lors du dernier séminaire que vous avez organisé le 26 janvier dernier, qui en plus était 2 jours après que nous ayons publié l'étude exploratoire Jeunes et Territoires 2050 à Lyon avec nos amis de la Maison de l'Apprendre, et on a pu vivre avec vous cette journée. Après avoir analysé durant 1 an
de l'extérieur finalement ce que vous faisiez, parce que nous avions détecté comme l'une des 12 exemples inspirants qui pouvaient vraiment donner envie à d'autres de se lancer dans cette dynamique. Vous nous avez donné ce privilège avec Camille Roger, la chef de projet Jeunes et Territoires 2050, et moi-même. Et ce que vous venez de dire tous les quatre, ça résonne pour moi très fort sur 3 éléments très importants. D'abord, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est cette capacité à avoir un équilibre finalement entre 3 dynamiques. D'abord, l'impulsion politique, c'est-à-dire finalement l'élu qui accepte de se mettre dans cette posture de confiance, de ne pas savoir exactement où nous arrivons et de dire on va le construire ensemble. Et ce que je trouve très intéressant dans ce que vous venez de dire, Valérie Dumontet, c'est vraiment l'importance sur laquelle nos travaux insistent, de ne pas confondre co-construction et co-gestion. L'un, c'est ce que l'on construit ensemble, c'est le domaine de l'action. L'autre, c'est ce que l'on gouverne ensemble, et c'est un autre dynamique. Et bien évidemment, dans ces alliances, il y a ce qui relève de ce qu'on peut faire ensemble, mais aussi de la légitimité, de l'autorité de chacune des gouvernances, des acteurs impliqués qui ne sont pas les mêmes. Et nous l'avions très bien vu au moment où, avec Jacques Mézard d'abord, puis Jacqueline Gouraud, ensuite nous avions co-construit la Fondation des territoires. On peut mettre autour de la table du ministre jusqu'à un dirigeant de PME local. Tout le monde est autour de la table, mais on ne peut pas considérer que tout le monde a le même poids. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment on articule finalement cette capacité à chacun apporter un regard tout en gardant la légitimité de chacun. Ce qui m'a beaucoup marqué, et merci Catherine pour votre témoignage, parce que j'ai été très marqué dans finalement le rôle central et l'attention particulière. On a eu la chance de pouvoir avoir avec votre copilote qui vous accompagne, la sociologue qui vous accompagne, 2 temps de travail préalable et puis de vivre cette journée ensemble. Et j'étais très sensible au rôle de pivot que vous jouez et d'équilibre, et d'équilibriste, j'allais presque dire, que vous jouez. Et ça, c'est très important. Finalement, cette humilité d'être finalement en capacité de regarder comment conserver l'équilibre de chacun. Et c'est un rôle très difficile. Et vous l'avez dit, à la fois de devoir prendre l'hélicoptère pour regarder de haut et savoir où on en est, de descendre à la mine pour savoir concrètement est-ce que chacun se sent bien, et puis de devoir dans les temps collectifs articuler. Et j'ai trouvé, moi j'admire beaucoup la façon dont justement cette posture humble est prise, mais elle est compliquée. Et puis, et je suis très heureux puisque on avait fait un appel finalement à chacun, et très heureux que ce soit les petits débrouillards et puis le représentant au plus fin du territoire de l'État qui ait levé la main pour être volontaire, pour intervenir et témoigner, parce que c'est très intéressant. Et moi, j'étais très frappé de vos témoignages qui était extrêmement en confiance, c'est-à-dire la capacité à exprimer pas simplement voilà, regardez ce que je fais, c'est bien, etc. Mais voilà aussi nos fragilités, la façon dont c'est compliqué pour une association, pour un service de l'État. Et moi, j'ai été très impressionné par cette journée où chacun exprimait ses propres fragilités, y compris d'ailleurs les fragilités qui peuvent être de l'ordre individuel, c'est-à-dire moi dans mon organisation, c'est pas si simple de pouvoir gérer cette dynamique-là. Et je trouve que vous en avez aujourd'hui parfaitement témoigné. Et ça m'amène au deuxième élément de satisfaction aujourd'hui, vos 2 témoignages. Et je sais que Charles-Henri Caffin de la Diab20, avec lequel nous copilotons ce programme vers de nouveaux équilibres socio-économiques qui valorise la spécificité des modèles d'intérêt général, et bien sera aussi sensible que moi à vos 2 témoignages parce qu'ils sont importants. Ils sont importants dans ce que vous témoignez au niveau des petits débrouillards sur la prise de conscience de l'urgence, de l'importance de tenir compte des modèles socio-économiques d'intérêt général. Ce sont ni des modèles de subventionnement, ni des modèles de prestation de services. C'est de l'investissement dans l'intérêt général de proximité. Et ça, cette prise de conscience
qu'avait accepté de porter Gabriel Attal quand il était alors secrétaire d'État à l'engagement, lorsque nous avons lancé ensemble le Vademecum et le référentiel modèle socio-économique d'intérêt général, était justement pour dire attention, attention. Nous devons prendre en considération que ces modèles associatifs de territoire sont des modèles d'investissement sur l'intérêt général. Ce ne sont ni des dépenses qu'il faut subventionner, ni des prestations qu'il faut financer. C'est un troisième modèle dont nous avons impérativement besoin. Et puis, votre témoignage au niveau de l'accompagnement territorial au plus fin des politiques publiques est indispensable parce que, effectivement, et là encore, avec la JEBVA, c'est réellement notre ambition depuis 2020, c'est de montrer à quel point cette logique de l'État jusqu'au plus fin fond du territoire, du fin fond du territoire jusqu'à l'État, c'est cette articulation circulaire qui est importante et non pas verticale. Et je trouve que vous l'incarnez parfaitement, finalement, dans l'écoute que vous apportez, dans le témoignage que vous avez donné, en disant c'est aussi le moyen de pouvoir remonter à l'État, finalement, la réalité de ces territoires, la réalité des pratiques qui sont derrière. Et donc, vos deux témoignages, finalement, sont au cœur de la raison pour laquelle, avec la JEBVA, dans le cadre de la feuille de route ministérielle qui nous avait été confiée pour accélérer ces alliances entre collectivités territoriales, associations, entreprises, services de l'État, acteurs académiques, finalement, vous justifiez l'importance de pouvoir réfléchir ensemble sur ces questions-là. Et le troisième point, et peut-être le plus important dans ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que les modèles socio-économiques d'intérêt général de demain sont à inventer. Si nous les connaissions, ça se fait longtemps qu'ils seraient mis en œuvre. Et justement, c'est cette logique qui n'est ni une logique de dépense en disant, voilà, on dépense tant par an, ni une logique de prestation de service en disant, il y a un service, voilà combien il est facturé, mais ce retour à l'investissement d'intérêt général. Je crois que c'est ce qui caractérise réellement notre combat commun avec l'ANPP Territoire de Projet, avec les élus des territoires ruraux qui sont à la fois au niveau des pays et des pôles économiques et d'équilibre territoriaux et ruraux. Elodie va nous commenter les états des lieux de l'état généraux sur le bonheur local de l'ANPP Territoire de Projet où nous étions ensemble à La Rochelle les 1er de février. C'est le débat que nous avons avec les élus de Saumur aujourd'hui et les jeunes étudiants qui travaillent sur le patrimoine et la culture. C'est comment nous inventons ces modèles socio-économiques d'intérêt général de demain. Si nous ne réussissons pas à inventer de nouveaux équilibres, nous ne pérenniserons pas notre capacité à avoir ce qui est mis en place aujourd'hui et dont nous avons un démonstrateur remarquable dans le département de l'Aude. Et c'est bien ça, l'ingénierie du premier kilomètre des besoins que nous devons considérer comme étant un investissement d'intérêt général. Nos amis de la NPP Territoire de Projet, dans leur plaidoyer politique, revendiquent le 1%. Tout investissement d'équipement doit prévoir ce 1%. Et si nous faisions ça, nous aurions alors une vraie capacité à pouvoir donner à cette ingénierie de proximité la légitimité qui est la sienne, c'est-à-dire celle de nous donner le temps d'inventer les modèles de demain. Parce que vous avez raison, si nous ne pouvons nous occuper du temps de l'innovation, c'est-à-dire des 7 ans qui nous amènent à la réussite de l'agenda 2030, et plus encore dans la capacité à réimaginer avec nos jeunes à 28 ans, puisque nous savons qu'il faut 4 cycles de 7 ans pour pouvoir réinventer un imaginaire collectif, nous ne pouvons le faire que si nous sécurisons les modèles socio-économiques des acteurs de terrain. Et j'allais dire que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les associations, que ce soit les commerces locaux, que ce soit les acteurs académiques au plus fin des territoires. Cette logique-là, nous parlions ce matin avec l'Université d'Angers sur son antenne à Saumur. Toute cette question sur des modèles socio-économiques qui ne doivent plus être individuels mais systémiques au niveau d'un territoire, c'est cette réflexion commune qui justifie que nous devons prendre le temps de faire des démarches comme celles que l'AJA a engagées. Merci
infiniment pour votre témoignage. Il résonne, vous ne pouvez savoir comment, avec les 2 jours que nous avons passés avec Élodie, avec les élus des territoires ruraux, pour parler du bonheur local. Quel risque la députée et présidente de l'ANPP territoire de projet, Jolylane Cornelou, avait fait de lancer les états généraux de l'ANPP territoire de projet sur autonomie, résilience et bonheur local. Je crois que nous sommes tous arrivés le 1er février à La Rochelle en nous disant mais c'est dans ce contexte actuel, ça n'a aucun sens. Eh bien si, ça a du sens. Ça a du sens parce que ce que vous faites à l'AJA, parce que ce que fait aujourd'hui l'université d'Angers à Saumur n'a de sens que si les élus locaux tels que ceux de l'ANPP territoire de projet peuvent justement montrer à quel point ça n'est pas des éléments ponctuels dans tel ou tel territoire, mais bien une dynamique de tous nos territoires, du plus local au plus international, qui nous permettra de réussir l'agenda 2030. C'est ça la réalité de nos territoires, c'est ça l'innovation territoriale, c'est ce que nous avons modélisé avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts dans le cahier de recherche économie au pluriel et territoire au pluriel. C'est ça la vérité aujourd'hui, c'est ça que nous devons valoriser ensemble et c'est pour ça que nous faisons avec la JEVA depuis 2020 ces webinaires sur les nouveaux modèles socio-économiques d'intérêt général. Merci infiniment au réseau des 350 catalyseurs territoriaux qui, au quotidien, animent ces nouvelles alliances, d'avoir accepté de porter aujourd'hui l'animation de ce webinaire passionnant, passionné. Et je peux vous dire qu'il y a quelques jeunes qui n'ont pas déjeuné aujourd'hui à Saumur parce qu'ils voulaient participer à votre témoignage aujourd'hui à la JAM. Madame la vice-présidente du département, merci beaucoup. Valérie Fournion, pardon, c'est la ministre de la vie associative en 2014. Valérie Dumonté, merci beaucoup. Merci à vous trois pour vos témoignages. C'était vraiment passionnant. Merci, Élodie, merci beaucoup au réseau des catalyseurs territoriaux d'animer cette dynamique, non pas un jour, mais tous les jours sur les territoires. Merci Charles Benoît. Et on a 5 petites minutes de questions-réponses sur l'Alliance notamment, et puis sur les actions du département. Il y a Laurence Pelletier qui aimerait en savoir plus, mais en quelques mots, Valérie, sur le fonds collectif. Hop là. Alors, le fonds collectif, c'est en fait dans l'AJA, il y a différents groupes de travail. Un des groupes de travail a justement dit est-ce qu'on pourrait expérimenter de dégager un moyen d'action pour accompagner des actions sur un territoire. Alors, au départ, on va faire ça sur un territoire expérimental dans lequel on repère qu'il y a des problématiques et une volonté locale d'expérimenter quelque chose. Là, on est en train de faire évoluer sans doute les choses, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de mutualiser. Alors, pour l'instant, voilà, donc chacun met dans l'escarcelle ce qu'il peut amener. Donc, certains peuvent amener du numéraire, d'autres de l'expertise, d'autres du temps de travail. Voilà, et donc, on va définir ensemble quel projet ou quelle action on va aller chercher pour expérimenter les constats de l'AJA, en fait. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Et est-ce que, du coup, Valérie, si, par exemple, Laurence Pelletier a des questions un peu plus précises sur le fond, il y a possibilité de vous contacter? Et parce que vous êtes élu aussi, en un mot ou deux, comment séduire les élus des communautés de communes qui sont pas forcément, enfin, dont un des projets sur l'une des communes et pas sur l'ensemble des communes. Comment on embarque les élus plus globalement sur ces coopérations, sur projets multi-acteurs en tant qu'élu, en quelques mots? C'est une question piège. Ben non, mais c'est pas une question piège, mais en fait, on les séduit. Je pense que les élus des intercos sont aussi, en tout cas dans l'Aude, trouvent aussi de l'intérêt à une action comme l'AJA parce que justement, il y a un partage d'expériences et de pratiques, d'une part, et d'autre part, dans un seul espace, il y a l'ensemble de la chaîne en fait, des acteurs, que ce soit les financeurs principaux, l'État, le département, la CAF,
les acteurs opérationnels comme les associations d'éducation populaire, les missions locales, etc. Donc, c'est aussi pour les élus des intercos une façon de renforcer leur capacité à agir et à concevoir des politiques jeunesse. Donc, de cette point de vue. Et après, à un moment donné, la séduction, faut être très réaliste. Ce n'est pas l'amour et l'eau fraîche, c'est aussi leur dire que peut-être ça passera peut-être un jour par des financements ou des financements prioritaires. Et ça, c'est un élément de séduction terrible. Et si on veut en savoir plus sur l'Alliance, parce qu'il y a eu aussi une question sur concrètement comment se décline ou se concrétise la question du bien-être au sein du département de l'Aude, est-ce que dans l'AJA, il y a de la ressource à lire, quelque chose qui permettrait d'aller un peu plus loin que le webinaire pour avoir plus d'informations, d'inspiration? Oui, on a commencé à produire des choses, hein. La fiche de présentation de l'AJA, etc., la charte, et on peut transmettre un certain nombre de documents. Faut prendre contact avec Catherine Falch au département et si je puis me permettre, Valérie, il peut aussi être très facile d'aller consulter sur l'espace Jeunes et Territoires 2050 sur le site du Rameau, puisqu'il y a justement toutes les 12 études de cas sont détaillées et il y a une fiche pratique sur justement le cas du département de l'Aude. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur le Rameau. Il y a un espace dédié Jeunes et Territoires 2050. Vous y retrouverez les résultats de l'étude, le colloque qui a été fait le 5 octobre dernier et bien évidemment les 12 exemples inspirants, le témoignage du directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, tout un ensemble de ressources, dont bien évidemment la présentation du département, de la politique du département de l'Aude, et particulièrement de l'AJA. Voilà. Et puis franchement, on est prêt à passer du temps à partager et à approfondir certains points avec ceux qui seraient intéressés. N'hésitez pas. Eh bien, merci à vous tous pour vos témoignages respectifs. Ce que je vous propose, c'est de terminer ce webinaire sur les actualités du mois. Alors, comme on le disait en introduction, il y a eu le 1er et 2 février dernier les états généraux de la NPP Territoire de Projet, qui est une association d'élus et d'agents des pays et des pôles économiques des territoires ruraux. Donc, très intéressant parce que c'est une association qui promeut le développement local et notamment toute l'ingénierie territoriale qu'aux côtés des réseaux des catalyseurs, on promeut également comme au niveau de l'Aude également. Et donc, très intéressant de voir que dans ces 2 jours, l'objectif, c'était de démontrer que le développement local, donc l'ingénierie d'accompagnement des territoires, contribuait d'abord à répondre aux enjeux des territoires, mais aussi, ça c'était la 2e journée, contribuer aussi à une forme de bonheur local. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que le Rameau a participé à une table ronde dont vous voyez le titre qui est très évocateur par rapport à notre thème du jour, puisque c'est coopération pour un bonheur local accompli. Donc extrêmement intéressant de voir qu'il y a eu des alignements de planètes sur cette conscience et nécessité de la coopération pour faire bonheur au niveau des territoires, et de voir que pour certains territoires, notamment les plus petits d'entre eux, la complexité de l'action, parce qu'il y a besoin d'ingénierie locale et que cette ingénierie locale, elle n'est pas forcément déployée partout en territoire et qu'il y a besoin de financer l'ingénierie de développement local, comme le rappelait Charles Benoît tout à l'heure, et comme le promeut très largement la NPP Territoire de Projet. Donc on était ravis avec le Rameau de participer à ces états généraux à La Rochelle du début du mois. Pour continuer sur les actualités du mois, donc ça c'est les actualités des jeudis de l'ODD 17. Il y a 3 actualités chaque mois dans ces jeudis. D'abord, vous avez chaque mois, un récit pour découvrir un acteur. En l'occurrence, le 1er février, vous avez pu découvrir les actions de la Fondation de Lille, donc qui fait partie d'ailleurs du réseau des catalyseurs territoriaux. Vous avez la chance de réécouter l'interview du mois, donc celle de Valérie Dumonté, qui réexplique justement cette question de l'action collective, de l'innovation territoriale, et qui refait un focus sur l'Alliance pour la jeunesse audoise. Donc n'hésitez pas à écouter l'interview. Et puis la semaine prochaine, jeudi prochain, un podcast qui est dédié à l'ODD 3, l'innovation territoriale, source de bonheur local, où nous avons 3 intervenants très intéressants. Donc Josiane Cornelou, qui est députée, mais qui est aussi présidente de la NPP Territoire de Projet, qui reviendra sur les états généraux justement. Daphné Khalifa, qui est directrice du PETR du Briançonnais, qui expliquera
toutes les actions de son territoire en faveur, en lien avec des coopérations et sa participation au programme chef de projet innovation territoriale qui est piloté par la Fondation des territoires, et puis l'intervention de Anne-Valérie Crespo, que je salue au passage, qui va nous parler de sa thèse sur le lien entre coopération et management, et Anne-Valérie qui est également déléguée de la Poste au niveau de l'Occitanie. Voilà, donc ça, vous pouvez revoir ou réécouter ou écouter toutes ces informations via les jeudis de l'ODD 17 en allant sur la plateforme odd17.org. Et puis une dernière nouveauté, c'est les webinaires d'embarquement, puisque la base Impact Alliance vous permet de toute façon de retrouver toutes ces informations de l'ODD 17, d'avoir une diversité, une multiplicité d'exemples inspirants sur les alliances, d'être en lien avec des catalyseurs et d'avoir de la veille sur l'innovation sociétale. Et tous les vendredis de la dernière semaine du mois, donc en l'occurrence, ça sera le 1er mars, de 9h à 9h30, vous avez un temps pour qu'on vous présente le contenu de cette base, les points d'actualité du mois, notamment par exemple tous les nouveaux exemples qui sont intégrés dans cette base, l'information sur le prochain webinaire et donc une interview du mois. Et donc le 1er mars, vous pourrez écouter l'interview de Romain Villon, qui est doctorant au sein de la NPP Territoire de Projet et qui reviendra sur ses travaux, il nous présentera ses travaux de thèse, de recherche sur le suivi des contrats de relance et de transition énergétique. Et ça fait bien sûr le lien avec tout ce qu'on a dit sur l'ANPP Territoire de Projet et la valorisation des projets de territoire et des actions en faveur du développement local. Voilà. Donc, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. La prochaine fois, c'est le prochain webinaire, le 13e, qui sera dédié à l'ODD numéro 11 sous l'angle de la mobilité inclusive en pratique. Et c'est un webinaire qui sera en partenariat avec WeMove et qui sera animé cette fois-ci par l'Observatoire des partenariats. Donc, on vous dit au mois prochain et puis le réseau animera celui du mois d'avril. Donc, d'ici là, de toute façon, on vous souhaite une très bonne semaine, très bon mois, très bonnes vacances pour certains et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.